Bienvenue dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. Aujourd'hui, nous abordons une question qui suscite bien des débats. Est-ce à l'entreprise de prendre soin de la santé mentale de ses salariés? Cette question rappelle un débat similaire à celui de l'école et de l'éducation, qui parfois semble se substituer au rôle de la sphère personnelle. Chez Ayrton, nous avons pris une décision délibérée en ce qui concerne cette responsabilité, en proposant à nos collaborateurs des moyens pour prendre soin d'eux-mêmes. Notre objectif est de briser les tabous relatifs à la santé mentale et de la considérer comme un sujet aussi ordinaire que la santé physique. Pour ce faire, nous avons établi un partenariat avec TIL, une entreprise novatrice qui propose la première plateforme de santé mentale holistique. Cette collaboration permet à nos employés d'accéder à des ressources et à un soutien essentiel pour favoriser leur bien-être mental. Dans ce podcast, aux côtés de Julia Nel-Biz, cofondatrice de TIL, nous vous invitons à découvrir l'histoire inspirante de cette entreprise, comment elle est née, ses objectifs et comment elle s'est associée à nous, chez Ayrton, pour créer un environnement où la santé mentale de nos collègues est une priorité. Salut Julia. Salut Malika, comment vas-tu? Très bien, merci. Je t'avoue, je suis de retour de congé, moi, contrairement à toi. Du coup, ça pique un peu, mais je suis vraiment contente de démarrer avec ce podcast. Je trouve que ça permet de commencer avec une bonne note. Donc, du coup, tu as bien voulu m'accorder un peu de ton temps pour répondre à quelques-unes de mes questions. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en précisant ton prénom, ton nom, ton blaze, si t'en as un, tes passions, ton job? Avec plaisir. Je suis Juliane Elbis, je suis la cofondatrice et la CEO de TIL. J'ai cofondé TIL avec 3 associés, Gilles, Geoffroy et Nicolas. Je serais ravie de vous en dire un peu plus évidemment par la suite. Mes passions, j'en ai beaucoup. Il y en a une, c'est comprendre comment fonctionne notre cerveau et comment mieux comprendre comment ça fonctionne. Ça peut nous aider à mieux vivre et à être plus heureux. Mes autres passions, c'est ma petite fille qui a presque 1 an et demi. Mon job, je l'adore. J'adore mon quotidien d'entrepreneur et de dirigeante d'entreprise. Et j'adore ce qu'on fait chez TIL parce que ça a beaucoup de sens pour moi. Trop bien. Et du coup, avant TIL, c'était quoi ta vie d'avant en fait? Tu faisais quoi avant TIL? Alors avant, j'ai un parcours assez classique, école de commerce, conseil en stratégie. Après, j'étais déjà passionnée par la tech assez rapidement. J'ai fait du product management et puis j'ai rejoint ensuite chauffeur privé qui est devenu Captain, qui est devenu Freenow, où j'ai leadé l'expansion internationale en binôme avec Geoffroy qui est devenu mon associé et où j'ai aussi rencontré Gilles qui était CTO lui là-bas. Et donc après avoir géré toute la partie expansion internationale, j'étais en charge de la stratégie pour l'entité combinée, donc puisque Captain avait fusionné avec une boîte allemande qui s'appelle Freenow. D'accord. Et du coup, un jour, t'es venue l'idée de créer une solution avec tes associés. Est-ce que, du coup, tu peux nous raconter, quelle est cette solution, nous parler un peu plus de TIL et, du coup, pourquoi s'être lancé dans l'aventure? Avec plaisir. Alors peut-être je commence par le pourquoi, si tu veux. Déjà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me titillait un peu depuis vraiment des années. Tu vois, on en parlait déjà avec un de mes associés, donc Nicolas. On s'est rencontrés sur les bancs de l'ESSEC en 2000, que je dise pas de bêtises, en 2008. Donc ça fait un moment et on parlait déjà à l'ESSEC de monter une boîte ensemble. Puis ça s'est pas fait. On a commencé un peu différemment notre entrée dans la vie professionnelle. Lui a monté une boîte entre-temps. Donc il est second time entrepreneur, comme on dit. Mais l'entrepreneuriat, c'était vraiment quelque chose qui me disait, puis je cherchais un peu le bon moment. Je sentais que j'avais besoin peut-être d'emmagasiner des connaissances, des compétences. C'était important pour moi avant. Et puis pendant 1 an chez Captain, j'ai aussi secondé ou aidé le CEO qui lui était sur sa transition après le rachat. Donc ça m'a aussi donné peut-être encore plus envie de créer ma boîte. De façon aussi plus difficile, moi j'ai perdu quelqu'un de très très proche fin 2018. Ça m'a aussi plongée dans une période qui a été très difficile, de deuil. Et puis quand j'ai un peu repris mes esprits, déjà je m'étais rendu compte de la manière un peu difficile, mais qu'effectivement moi une des manières que j'ai eu de traverser ça a été de voir une psy. Ça m'a énormément aidé, ça m'a fait gagner je pense beaucoup de temps dans ce processus très difficile. J'ai aussi appris plein de choses justement sur le cerveau, sur nos émotions, sur comment on peut s'aider soi-même.
C'est à ce moment-là que tu t'intéresses au fonctionnement du cerveau, etc. face à des événements, j'imagine. C'est le moment clé pour toi où tu t'intéresses à la santé mentale? Tout à fait. C'est un sujet qui m'avait toujours intéressée, tu vois, plus sous l'angle de la gestion du stress. Mais c'est vraiment à ce moment-là que aussi j'ai été plongée de fait dans une situation où quand tu reviens dans une situation qui a été très difficile pour toi, quand tu reviens dans l'organisation, dans l'entreprise, même quand tu as des collègues et un entourage, une culture de boîte qui est bienveillante, il y a énormément de maladresse et les gens savent pas comment faire. Ça a aussi été un peu un électrochoc de me rendre compte de ça et de me dire en fait, on néglige un peu ces sujets, on sait pas comment faire, on n'a pas d'éducation, on n'a pas de formation. Et surtout, je me suis rendu compte à quel point la santé mentale de façon un peu plus globale était un sujet qui était encore un peu tabou, ou en tout cas qui était mal compris, mal connu, on n'a pas les bons réflexes, on sait pas comment faire, etc. Ce qui est assez différent quand on prend le parallèle avec la santé physique, tu vois, on se rend assez vite compte. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à rediscuter avec Nicolas de créer une boîte. Et puis très rapidement avec Geoffroy aussi, parce que je les savais très complémentaires. Puis moi, j'avais beaucoup travaillé avec Geoffroy. Concrètement, on avait lancé des boîtes dans des pays. On en avait même fermé une. On avait ce côté intrapreneurial qui nous avait beaucoup plu à tous les deux. Et puis l'association avec Gilles s'est aussi présentée assez rapidement comme une évidence parce qu'on avait beaucoup bossé ensemble, comme lui était CTO chez Captain. Et donc on a vite commencé à réfléchir ensemble, puis ça s'est assez rapidement formalisé. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est-il en fait la solution? À qui elle s'adresse? Qu'est-ce qu'elle propose comme service, etc. Bien sûr, TIL, c'est la première plateforme de santé mentale dédiée aux collaborateurs. Concrètement, notre mission, c'est de démocratiser le sujet de la santé mentale et faire en sorte que prendre soin de sa santé mentale de façon individuelle au niveau de chaque collaborateur, mais aussi au niveau organisationnel dans les entreprises, ça puisse être accessible, simple, fait de façon décomplexée et surtout de façon préventive et personnalisée. Personnalisée, c'est extrêmement important parce que avec un sujet comme la santé mentale, c'est assez simple de comprendre que si on apporte exactement la même réponse à toutes les personnes ou à toutes les organisations, ça fonctionne pas parce que c'est un sujet qui est aussi divers qu'il y a d'individus et d'organisations. Et le but, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut construire des organisations saines qui mettent l'humain au cœur de leur démarche. Et ça veut pas dire transiger avec la performance, au contraire. Ça veut dire qu'on peut créer des équipes qui soient plus performantes aussi parce qu'elles sont plus épanouies. Ok, j'ai une question qui viendra plus tard. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, la mise en place de l'idée et puis la concrétisation de cette idée-là et le déploiement de la solution? Oui, avec plaisir. Alors concrètement, on a fait en 2020 de la recherche et du développement. Donc pendant un an, on a vraiment interrogé des dirigeantes d'entreprise, des DRH pour comprendre quels étaient leurs besoins, comment ils traitaient ces sujets-là, quelles étaient leurs appétences ou non à adresser ce sujet-là. On a aussi beaucoup parlé avec des utilisateurs potentiels. Donc tu vois, toi, moi, voilà, on a fait une étude auprès d'un peu plus de 1000 personnes à l'époque quand même pour interroger sur le rapport à la santé mentale et comment ils verraient, est-ce qu'ils verraient d'un bon œil ou pas le fait que leur entreprise essaye de leur apporter des solutions concrètes pour les aider à préserver leur bien-être et leur santé mentale. Donc ça, c'était 2020. Et puis en 2021, on a lancé assez rapidement. On a lancé l'entreprise au premier trimestre, on a levé des fonds au deuxième trimestre en seed pour amorcer la machine. Et on a commencé très vite. On voulait aussi très rapidement se confronter au marché et mettre notre produit, donc notre application mobile ou notre plateforme web entre les mains des collaborateurs et des collaboratrices et construire notre accompagnement RH. Donc on a fait le choix aussi de lancer d'abord ce qu'on appelle un MVP, donc un Minimum Viable Product, pour essayer de commencer assez rapidement à avoir des premiers retours des utilisateurs et des DRH et des boîtes avec lesquelles on bossait. Donc on a lancé à peu près au deuxième milieu de l'année. Et puis ensuite, on a vraiment étoffé l'offre au fur et à mesure pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, où il y a vraiment un accompagnement individuel personnalisé qui passe par une application mobile ou une plateforme web dans laquelle les collaborateurs et les collaboratrices peuvent évaluer grâce à un indice propriétaire où est-ce qu'ils en sont, où sont leurs zones de vulnérabilité, où sont leurs zones de force aussi, parce qu'on n'en a pas forcément toujours conscience. On leur crée, grâce à la plus grande bibliothèque qui existe au monde de contenu de sciences cognitives et comportementales et de neurosciences, un programme qui est vraiment personnalisé pour chacun et chacune d'entre eux. Et ensuite, ils ont également la possibilité de consulter tous nos contenus comme ils le souhaitent évidemment, mais aussi de prendre rendez-vous avec un psychologue ou une psychologue quand ils le souhaitent. En parallèle de ça, on a un accompagnement qui est collectif, qui aide plus à accompagner les entreprises, à transformer la culture d'entreprise pour prévenir les risques plutôt que les gérer quand ils se présentent. Et donc cet accompagnement, il passe
par l'usage de la donnée. Donc, on récolte énormément de données grâce à l'application et à l'usage de notre plateforme, qu'on anonymise évidemment, tout reste bien confidentiel, mais qu'on transforme en savoir pour l'entreprise, pour savoir où sont les problèmes, où sont les signaux précurseurs peut-être de burn-out, de surengagement, etc. Et on aide également sur tout ce qui est communication et ensuite mise en place des actions concrètes pour justement transformer la culture et promouvoir une culture plus saine du point de vue de la préservation de la santé mentale des équipes. Trop bien. Je reviens sur le lancement. En plus, j'imagine que le timing, je sais pas si on peut dire ça, était parfait avec la Covid, etc. Est-ce que ça vous a propulsé, projeté un peu plus rapidement dans l'aventure ou est-ce que ça a eu un impact en tout cas sur votre projet? Alors, tout à fait. Si tu veux, le projet, on a commencé à travailler dessus avant la crise sanitaire. Et effectivement, on s'était aussi rendu compte qu'il y avait un très grand retard en France notamment, en Europe continentale en général, par rapport à d'autres pays, par exemple comme les États-Unis, sur la question. Ensuite, ce qui s'est passé avec la crise sanitaire et donc peut-être de presque 2020 à fin 2022 presque, c'est que moi j'aime bien dire qu'en 2 ans, on a gagné 2 ou 3 décennies de maturité sur le sujet. En fait, la crise sanitaire, elle a eu 2 effets. Un effet qui est évidemment néfaste et qui a été très difficile à vivre, qui est qu'il y avait beaucoup plus d'anxiété, de sentiments de solitude pour certains, de peur aussi. Et tout ça, ça s'est vu dans les dégradations de certains indicateurs, comme la perception du stress, de l'anxiété, les troubles du sommeil, etc. Mais il y a eu aussi quelque chose de très positif, qui est que le sujet de la santé mentale a un peu trouvé sa place dans le débat public, Oui, dans c'est vrai. l'entreprise, même dans les familles, dans les groupes d'amis, etc. Et ça, c'est génial parce qu'on a gagné vraiment beaucoup de temps. Et je pense que d'un sujet qui était un sujet un peu stigmatisant ou tabou duquel on n'avait pas la bonne vision, on a un peu transformé ça et c'est renforcé par le fait que ce mouvement et cette transition est vraiment porté par les générations un peu plus jeunes. Même quand on parle alors les générations Z, c'est évident, les millennials au sens beaucoup plus large, sont des générations qui attendent plus de prise de position des entreprises sur cette question-là et qui valorisent plus leur santé mentale. Ça, c'est génial parce que je pense que de cet événement très difficile qu'on a vécu collectivement est sorti quelque chose de très positif qui est qu'on a le droit et on peut maintenant parler de santé mentale de façon beaucoup plus libre. Je suis assez d'accord avec tout ça. Et avec 2 ans de recul maintenant, 2 ans et demi, est-ce que justement tu aurais des chiffres à nous communiquer, que ce soit sur le nombre de personnes aidées, les entreprises clientes, puis les conséquences en fait? Tu parlais d'avancées, est-ce que tu as peut-être des chiffres à nous partager? Aujourd'hui, on accompagne environ 100 clients. C'est une très belle progression en un peu plus de 2 ans. On accompagne à la fois les collaborateurs des entreprises privées, donc environ 20 000 collaborateurs, et on accompagne aussi via des partenariats avec des mutuelles. Donc là, c'est un peu différent, mais via ces partenariats-là, il est disponible auprès de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc c'est pas le même accompagnement parce que t'as pas tout l'accompagnement collectif transformationnel, mais c'est aussi un moyen de propulser notre mission aussi auprès du plus grand nombre. Et moi, j'aime bien, c'est vrai qu'il y a un chiffre dont on est très très fier, c'est qu'on a en moyenne 45% d'engagement dans les entreprises partenaires. Pourquoi on est très fier? Parce que faut se rappeler d'où on vient. 45% des gens qui utilisent TIL, ça veut dire déjà qu'il y a presque une personne sur 2 dans les entreprises partenaires qui se disent ok, je vais accorder du temps pour prendre soin de ma santé mentale. C'est déjà génial. Alors nous, on veut arriver à 80%, mais c'est déjà génial et surtout qu'il faut se rappeler à quoi on compare historiquement. Si tu veux, l'ancêtre de TIL, c'est un peu les lignes d'écoute ou avoir un psychologue sur site. Et par exemple, les lignes d'écoute ou les lignes d'urgence qu'on peut mettre à disposition des collaborateurs, généralement, sont appelées par 0,5-1% des collaborateurs maximum. Donc c'est aussi en comparaison et en relatif que c'est un chiffre très important. Et ça en 2 ans. Exactement. Et on n'a pas commencé à 45%, c'est aussi en améliorant notre accompagnement, notre produit, la façon dont on communique dessus, qu'on a réussi par itération à atteindre ce chiffre-là. Et c'est aussi pour ça qu'on se dit qu'on n'a pas atteint un plateau et qu'on espère bien faire encore beaucoup mieux. Et il y a 2 choses qu'on regarde toujours, c'est à quel point on touche les gens et ensuite à quel point on les aide. Comment on sait si on les aide ou pas? Simplement, déjà, on leur demande. Quand on demande aux utilisateurs de TIL si TIL les aide à aller mieux ou à aider les autres, parce que c'est aussi important et ça peut être aussi une démarche importante. Il y a 90% des collaborateurs qui utilisent TIL qui disent que oui, ça les aide à aller mieux ou à aider les autres. Quand ils disent aider à aller mieux, ça peut être aider à mieux gérer leur stress, retrouver un sommeil de meilleure qualité, mieux gérer la charge de travail ou éviter le surengagement, etc. Et ça, c'est le chiffre dont on est le plus fier parce que c'est ce qui porte le mieux notre mission.
Bravo pour ça, parce qu'en 2 ans, c'est une belle réussite, je trouve, même si aujourd'hui tu ambitionnes plus, et je trouve ça génial. Voilà, il faut savoir aussi s'arrêter sur les réussites et dire ok, ouais, ça c'est fait quoi. Merci. On adore les histoires. Est-ce que tu as une jolie histoire à nous partager qui s'est produite grâce à Till? Si tu as eu des retours. Franchement, j'en ai plein, plein, plein. On a un channel Slack qui est exclusivement dédié à partager les retours des collaborateurs ou les retours de nos clients, etc. Le chiffre que j'aime le plus, c'est celui que je vous partageais des 90%. Mais dans les histoires, moi, je me souviens d'un témoignage hyper poignant que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Surtout que c'est quelqu'un qui l'avait fait en public pendant un onboarding chez Sanofi, qui avait pris la parole. C'était quelqu'un on a souvent des programmes ambassadeurs avec des gens qui ont accès à l'app un peu en avance des autres et qui peuvent, s'ils le souhaitent, parler de l'accompagnement de Till et de comment ça les a aidés, etc. Et donc, c'est effectivement quelqu'un qui avait pris la parole devant tous les collaborateurs en disant que Till, c'était devenu sa petite lumière du matin et que elle utilisait très régulièrement l'application et pour les contenus digitaux et pour les consultations et que ça l'avait vraiment aidé. Et ce qui était génial, c'est qu'elle encourageait vraiment les membres de son équipe et les collaborateurs de chez Sanofi à en faire pareil. Donc ça m'avait beaucoup plu. Et je peux t'en dire un autre qui, moi, m'a aussi particulièrement touchée en tant que manager et chef d'entreprise. C'est un collaborateur de l'entreprise qui m'a dit que le fait de travailler chez Till, mais aussi d'utiliser Till, avait changé son rapport complètement à la santé mentale et avait aussi permis de significativement améliorer ses relations familiales, amicales et dans son couple. Et j'ai trouvé ça génial parce que il y a effectivement, notre rôle, c'est évidemment d'avoir un impact sur la santé mentale en général. Et ça se traduit dans le travail, évidemment. Et moi, j'ai cette conviction extrêmement forte aussi en tant qu'entrepreneur que prioriser sa santé mentale, c'est aussi un formidable levier de performance et d'épanouissement dans le travail, mais aussi dans la vie personnelle et interpersonnelle. Donc, je trouve que voilà, c'est deux histoires que j'aime beaucoup. Complètement. Et bon, après, on va pas rentrer dans ce débat, mais voilà, ça pose aussi le débat de la vie pro perso. Je pense que ça, c'est quelque chose au cœur de vos réflexions parfois. Est-ce que on s'arrête à des problématiques liées en fait au travail, ou on va un peu plus loin et on propose aussi aux collaborateurs de travailler sur des sujets un peu plus perso, et en fait, on se rend compte que c'est une frontière qui n'existe pas du tout. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma croyance. Peut-être que c'est quelque chose une réflexion que vous avez eue, justement. Ouais, c'est une réflexion qu'on a eue depuis le tout début et c'est aussi une conviction très forte à laquelle on s'est attaché. Si tu veux, la définition de la santé mentale, il y en a qu'une, c'est celle de l'OMS, qui dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, de travailler productivement et de contribuer à sa communauté. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de frontière entre le pro et le perso quand il s'agit de santé mentale. D'ailleurs, quand il s'agit de santé physique non plus, si on est malade le soir, qu'on a de la fièvre dans son lit et qu'on arrive au travail, la fièvre ne disparaît pas. Et c'est exactement pareil. Et par facilité, si tu veux, au début, on aurait pu choisir d'abandonner un peu cette vision-là parce que pour passer la porte des entreprises, c'est plus facile de dire qu'on traite du pro uniquement. Si on avait fait ça, en tant qu'entrepreneur, on était très d'accord tous les quatre en tant que cofondateurs. On passait un peu à côté de notre rôle parce que le rôle des entrepreneurs, c'est aussi d'essayer de faire bouger un peu les lignes, d'avoir des convictions fortes, des valeurs fortes et de se battre un peu pour ce en quoi on croit. Et deuxièmement, on passait à côté de la mission de Till, en fait. Et surtout, on manquait de pragmatisme. Parce qu'en fait, c'est juste pas vrai. Donc ça existe pas. Quelqu'un qui perd un parent, un enfant, un conjoint, il arrive au travail, il n'a pas retrouvé son parent, son enfant ou son conjoint. Et donc, c'est pas vrai de dire qu'on peut complètement trouver une frontière entre les deux. Mais ensuite, se pose souvent, je sais que quand on en avait discuté toutes les deux, tu m'avais aussi interrogé là-dessus, c'est est-ce que une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que l'entreprise, c'est son rôle de prendre en compte les sujets qui viennent du perso? Et moi, à cette question, j'ai une réponse qui est très claire, c'est il y a le rôle de l'entreprise et l'intérêt de l'entreprise. Le rôle de l'entreprise, c'est quelque chose d'un peu philosophique, ou en tout cas, on peut avoir des avis différents. Et là-dessus, moi, j'ai mes convictions, mais je laisse chacun à ses convictions. En revanche, si on parle de l'intérêt de l'entreprise, là, l'intérêt de l'entreprise, il est très clair. Et ça, tous les chiffres et toutes les études le disent. Et l'intérêt de l'entreprise, c'est de faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien en général, y compris et peut-être en priorité sur leur santé mentale, parce que il en va de la performance individuelle et donc de la performance collective également. Je suis assez d'accord. Pour Ayrton, ça a été une valeur
phare très tôt. Ayrton, c'est plus de 15 ans d'expérience. Et très vite, le bien-être. Et c'était faire en sorte que l'entreprise ait un rôle à jouer dans l'épanouissement au sens très large. Et en fait, au départ, on s'est formé au coaching, etc. En fait, on s'était dit que on pouvait avoir la compétence, en fait, en interne pour aider à accompagner. Et en fait, on s'est heurté très vite à nos limites, en fait, c'est-à-dire que parfois, on a besoin de professionnels, on n'est pas des professionnels de santé mentale. Et Covid est arrivé, etc. Donc, ça a accéléré notre réflexion de chercher une solution externe. On a pensé à tout, on avait pensé à un partenariat avec un psychologue, on a pensé à une solution dématérialisée, etc., etc. Et en fait, la question du psychologue, on a vite trouvé une limite, c'est-à-dire que on va avoir des psys qui sont orientés vers tel et tel sujet et pas une variété de sujets, alors que aujourd'hui on est 90 et sur 90 personnes, on va pas avoir les mêmes sujets de préoccupation, etc. Donc en janvier, j'ai regardé mes mails tout à l'heure, à quel moment j'étais rentrée en contact avec Nicolas, et j'étais rentrée en contact avec lui en janvier de 2021. Je crois que c'était le 20 ou le 30, donc très très peu de temps après la création officielle de Thiel. Donc Ayrton venait de se faire acheter, etc. Et on n'était pas autant, on était une petite trentaine en fait, on n'avait pas forcément les moyens de s'offrir cette solution. Donc voilà, je l'ai gardé au chaud, bien au chaud dans ma tête jusqu'à ce que l'on soit prêt. Et fin 2022, j'ai repris contact avec Nicolas pour savoir si une collaboration était possible. Donc ça, c'était en novembre 2022. Et puis dès le 1er janvier, on a lancé la solution. Donc nous, on a fait le choix de prendre en charge 6 séances individuelles par collaborateur et 8 ateliers collectifs, donc 4 pour le all staff, donc vraiment sur des sujets qui concernent tout le monde. On a sélectionné des sujets qui parlent à tous, hein. On avait sélectionné toute une liste, et puis après nos collègues ont voté en fait pour les sujets qui les intéressaient le plus. Et après 4 ateliers destinés aux managers pour avoir les clés d'un accompagnement, les bons gestes, etc. Donc, on aime l'idée de l'apprentissage continu, en fait, sur ces sujets-là. Le but étant aussi d'avoir les bons réflexes en interne pour mieux utiliser la solution, je trouve. Donc, très vite, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Les entrepreneurs, j'aime beaucoup cette idée-là. L'idée de construire une solution, c'est de rendre un peu le monde meilleur, quelque part, et de faire avancer, bouger les lignes, créer de nouveaux paradigmes, etc. Et je crois que l'entreprise a aussi le pouvoir de renverser certaines croyances, etc. Et donc très vite, on s'était dit que comme on croit très fort au bien-être et du rôle de l'entreprise sur ce sujet, de créer des synergies avec Thiel pour s'entraider et faire entendre parler de la solution, parce que c'est quelque chose auquel on croit très fort et qu'on a envie de démocratiser, et ça c'est assez important pour nous. Jusqu'à présent, vous nous avez proposé un article pour parler de notre rapport à cette thématique, qu'on a adoré d'ailleurs faire. Là, il y a un event qui se prépare pour le mois de septembre, donc pour parler de sujets phares. Et puis, il y aura deux tables rondes qui traiteront DRH face à la santé mentale, une population un peu oubliée aujourd'hui, et la parentalité en entreprise, qui est un sujet, je trouve, encore un peu laissé pour compte, et qui est tellement en chamboulement, et parce que oui, il y a la perte de personnes, etc., qui sont très très fortes émotionnellement, mais l'arrivée d'un nouvel être dans un foyer, ça chamboule tout, malgré tout le bonheur que ça peut procurer, mais du stress, du manque de sommeil, etc., etc. Donc là, je pense qu'il y a un débat à soulever. Pour vous, créer des synergies avec les entreprises, ça veut dire quoi, au-delà de proposer la solution pour les entreprises, mais créer des synergies avec elles? En fait, ce qui est génial, et moi, c'est aussi ce que j'adore dans notre partenariat avec Ayrton, c'est que quand on crée ce type de synergie aussi, il y a une vraie authenticité dans la démarche.
Et nous, c'est aussi ce qu'on a senti dans les interactions qu'on a eues ensemble et avec toute l'équipe Ayrton. Tu le disais d'ailleurs quand tu parlais, il y a beaucoup d'humilité. Vous faites ce que vous faites avec beaucoup d'authenticité, une vraie volonté de faire bouger les choses et en plus avec humilité. Donc déjà, honnêtement, bravo pour ça. Je trouve que c'est génial parce que vous faites plein de choses. Et en plus, quand tu dis très simplement, on s'est formé, mais on n'est aussi pas des professionnels de la santé mentale, ou dans nos discussions ou dans l'article qu'on a fait ensemble, vous êtes capable de dire, voilà, on a eu des signaux de burn-out, on a vraiment envie de changer les choses. En fait, je trouve que c'est génial parce que c'est aussi ça, l'entreprise moderne, de savoir reconnaître là où on peut avoir des failles et c'est le meilleur moyen pour vraiment réussir à changer les choses. Et c'est ça aussi, je trouve, créer des vraies synergies pour nous. Quand on crée des synergies et des partenariats comme celui qu'on a ensemble, ce qui est génial, c'est que ça nous permet aussi de porter beaucoup plus fort notre mission. Au-delà du fait, et bien sûr, on compte aussi la réalisation de notre mission dans le nombre de personnes qui ont accès à l'accompagnement, etc. Mais il y a aussi le fait qu'on témoigne ensemble, qu'on fasse ces événements ensemble. Ça nous permet aussi de replacer ce sujet de la santé mentale haut et fort dans le débat, de toucher des sujets, tu parlais là de ceux qu'on va évoquer pendant les tables rondes en septembre, dans l'événement qu'on co-organise. Et RH et santé mentale, c'est un sujet qui est absolument fondamental parce qu'en fait, souvent, c'est des fonctions et des populations qui sont hyper exposées et qui sont pas forcément bien outillées ou bien armées. Et la parentalité en entreprise, effectivement, c'est un sujet. C'est vrai que moi, j'ai parlé du deuil, qui est un sujet qui parle souvent, mais en fait, c'est vrai dans tous les grands événements de vie. Et en fait, il y a les événements de vie très, très heureux, fort heureusement le plus souvent dans les naissances, mais qui viennent aussi avec le lot de changements, de chamboulements et de réorganisation qui s'imposent, et où l'entreprise, encore une fois, doit aussi s'adapter pour vivre le changement le plus positivement possible. Donc voilà, mais si je dois résumer tu vois, la force d'un partenariat comme le nôtre, je trouve que c'est vraiment de pouvoir porter avec sincérité et authenticité notre mission et les valeurs qu'on a en commun. Tu parlais beaucoup tout à l'heure de la conscience des entreprises qui évolue. Donc aujourd'hui, tu arrives à le mesurer, en fait, que la conscience des entreprises vis-à-vis du sujet de la mentalité a évolué. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme le home office il y a 10 ans, tu vois, qui était peut-être un peu mal perçu? Ouais, j'adore ce parallèle. Et je pense qu'il y a 10-15 ans, quand on parlait de home office, t'as beaucoup de gens qui disaient oh là là, mais jamais ce truc-là va passer comme il est arrivé. Non, ce truc-là ne va pas passer comme il est arrivé. Et donc oui, je pense que en fait, c'est aussi toujours comme ça quand il y a des grands changements, soit organisationnels, soit de paradigme. T'as les entreprises, t'en as qui vont avoir à cœur de vite s'adapter et de traiter ça comme une super opportunité, et comment aussi je tire mon épingle du jeu là-dessus, parce que prioriser ces sujets-là, ça va être un super moyen d'attirer plus de talents, de mieux les fidéliser, de transformer ça en une vraie opportunité, et celle qui résiste un peu plus longtemps. Néanmoins, ce que je vois, tu vois, ce qu'on peut mesurer, ou en tout cas ce qu'on voit dans les faits, c'est que tout début 2020, quand on parlait de ces sujets-là avec des dirigeantes ou des dirigeants et des DRH, ils nous disaient beaucoup je trouve ça génial votre idée, mais je suis pas sûre que c'est le rôle de l'entreprise. Je suis pas sûre de vouloir ouvrir la boîte de Pandore, et pro et perso, etc. Je trouve que là où on peut vraiment de façon tangible voir qu'il y a eu un changement, c'est qu'aujourd'hui la question qui se pose, c'est plus est-ce que j'ai le budget? Comment je fais pour le faire? En quoi vous avez trouvé la bonne formule pour traiter le sujet de la santé mentale avec un vrai impact? Mais donc les préoccupations sont pas les mêmes. Il y a encore des entreprises, évidemment, qui disent non, ce sujet-là, j'ai pas de problème chez moi, bien sûr, mais quand même, il y a eu un changement de paradigme qui est évident. Oui, j'aimerais rebondir sur quelque chose qui me paraît hyper important. C'est que l'entreprise, elle a aussi une responsabilité, c'est de promouvoir le sujet et la solution, parce que il suffit pas de mettre la solution en place et de dire aux collaborateurs, aux collaboratrices que la solution est là et qu'elle est disponible pour ceux qui en auraient besoin. Mais c'est un sujet qui est encore très tabou, la santé mentale, en tout cas en entreprise, je pense, de façon générale en fait. Et si on fait pas cet effort de parler de santé mentale, de rappeler que la solution existe, etc., on peut très vite se dire ah ben la solution ça fonctionne peut-être pas, il y a pas assez d'engagement, etc. Je pense que le taux d'engagement serait
d'autant plus élevé s'il y a une pédagogie de la part de l'employeur au moment de la mise en place de la solution. Alors 100% d'accord Malika, tu as tout à fait raison. Je pense qu'il y a un rôle de l'entreprise à jouer et surtout dans la communication pour rappeler, encourager, etc. Et le but, c'est pas de se dire « Ah bah voilà, on a mis ça en place, on le met de côté ». On va pas créer une adhésion en un jour et on va pas créer une adhésion et un nouveau réflexe et une nouvelle... Il faut imaginer aussi que prendre soin de sa santé mentale, si on ne le faisait pas avant, c'est aussi comme créer une nouvelle habitude ou un nouveau réflexe, ça va pas se créer en un jour. Et puis vous allez aussi avoir des gens tout simplement qui, pendant les 3 premiers mois, vont se dire bah non en fait, moi je me sens pas concernée, je trouve ça super, mais ça me concerne pas. Et puis à un moment, fût-ce parce qu'ils ont à ce moment-là un problème de sommeil un peu plus aigu, ou simplement parce qu'il y a un peu plus de stress, ou simplement parce qu'un collègue leur a dit mais attends, essaye en fait, moi je fais les exercices de cohérence cardiaque avant mes prises de parole en public, ça m'aide énormément, etc. Et en fait, c'est aussi ce rappel qui va aider justement à maximiser l'engagement dans le temps. Et donc, nous, on aide là-dessus, on aide les équipes RH en vous donnant des kits de communication qui soient adaptés à l'entreprise, à créer un peu un calendrier qui vous aide à relancer, à vous donner des supports de com les plus percutants possibles. On a aussi une communication directe avec les collaborateurs, soit avec des notifications, soit avec divers canaux. Mais effectivement, il y a une pédagogie à avoir. Et toi, tu disais au lancement, mais c'est vrai aussi toute l'année et tout au long de l'année. Et nous, on aime bien dire que le début d'un partenariat, c'est pas « Ah tiens, on lance et puis après on disparaît ». Non, on vous accompagne toute l'année pour justement rappeler, faire de la présence à l'esprit et être sûr que si tous les collaborateurs n'utilisent pas TIL, c'est pas un problème. En revanche, ceux qui en ont besoin, s'ils l'ont pas utilisé les 3 premiers mois, eh ben, ils vont savoir que c'est là, ils vont savoir comment faire, ils vont savoir où chercher de l'aide, etc. Et ça, c'est important. 100% d'accord. Je suis vraiment une grande adepte des podcasts et j'ai découvert un des podcasts qui remet en question beaucoup de choses, notamment le développement personnel en entreprise, etc. Ce podcast-là s'appelle Méta de choc et en fait, il y a un des épisodes dont l'invité est Albert Moukébert, donc il y a un docteur en neurosciences et psychologue clinicien, qui exprime que ce n'est pas le rôle de l'entreprise d'apporter des solutions pour résoudre des problématiques d'ordre personnel, voire intime. Toi, tu réponds quoi à ça? Je tiens à préciser que j'adore ce qu'écrit et ce que dit Albert Hochheimer et que je suis une grande fan de ses livres. Par ailleurs, on a un point de désalignement ici. La première raison, c'est celle que j'évoquais au début, qui est de se dire il y a deux choses entre le rôle et l'intérêt de l'entreprise. Et encore une fois ici, toi, quand on dit des problématiques d'ordre personnel, si tu as un collaborateur qui est absolument brillant, mais qui est paralysé par le stress et qui n'arrive pas à prendre la parole en public, est-ce que c'est une problématique d'ordre personnel ou est-ce que c'est une problématique d'ordre professionnel? En fait, la frontière est tellement ténue que c'est très compliqué de tirer un trait. Ça, c'est un des points. Un autre des points, c'est de se dire qu'est-ce que ça veut dire le rôle de l'entreprise. Et ce qui est important aussi dans ce que nous on fait, c'est que déjà, c'est pas Ayrton tout seul qui fait, c'est Ayrton avec TIL. Donc, c'est aussi le rôle de faire appel à quelqu'un d'autre qui n'est pas l'employeur et qui va aider sur diverses problématiques. Ensuite, se pose la question de, quand on parle du rôle de l'entreprise, il y a quel n'est pas le rôle de l'entreprise. Donc, quel n'est pas le rôle de l'entreprise, c'est de savoir ce qui se dit sur la plateforme, par exemple, de pas respecter la confidentialité, ce genre de choses. Ça, c'est effectivement absolument pas négociable. Et là, on serait dans l'ordre de la confusion qui serait néfaste pour tout le monde. Mais quand on le fait bien, en s'appuyant sur un partenaire qui a une vraie déontologie, notamment de respect des données, etc., et qu'on accepte cette idée assez simple qu'en fait, c'est assez difficile de tirer un trait entre ce qui relève de l'ordre personnel et du professionnel, on retourne un peu la question et je trouve que ça a plus trop de sens de dire que ce n'est pas le rôle de l'entreprise. Je suis assez d'accord avec ce que tu exprimes. J'ai un point de vue, il est clivant et il plaira peut-être pas à tout le monde, mais pour moi, je vois l'entreprise comme le rôle de l'école en fait. L'école prend en charge une certaine éducation. On attend de l'école que elles éduquent nos enfants sur des sujets voilà qui pourraient être de la sphère privée et pourtant l'entreprise c'est un peu la continuité de l'école parce que on continue à apprendre, on continue à progresser, en tout cas les entreprises qui favorisent cet état-là et pourquoi pas en fait être justement des grands acteurs de certains sujets qui pourraient justement faire changer des choses et qui font aussi du bien. Voilà, ça c'est mon point de vue.
C'est hyper intéressant de voir comme ça. Je sais pas si je l'aurais synthétisé comme ça, mais en tout cas, une ouverture aussi, c'est de se demander si l'école joue bien son rôle dans notre éducation à la santé mentale. Parce que c'est pas le cas dans tous les pays, si tu veux. Dans les pays nordiques, on apprend ce que c'est les émotions, on les verbalise beaucoup plus, on apprend ce que c'est l'empathie, quel est le rôle de l'empathie dans la qualité des relations interpersonnelles de façon très simple, etc. Et en fait, de la même façon qu'on apprend ce que c'est un bâtiment, une maison, une chaise, on apprend ce que c'est la colère, à quoi ça sert, par exemple. Et ça, je pense que ce serait très bénéfique aussi. C'est aussi le rôle de l'éducation plus largement des parents, mais c'est vrai que ce serait bien aussi que l'école puisse prendre le relais aussi sur cet aspect-là. Carrément. Au tout départ, tu parlais des ambitions que tu avais d'engagement, etc. Quelles sont plus globalement tes ambitions pour l'avenir de Thiel aujourd'hui? Je trouve que quand je réfléchis aux ambitions de Thiel, il y a 3 choses qui sont très importantes. La croissance, parce qu'on veut que notre solution et notre accompagnement puissent toucher le plus de gens et en France et au-delà de la France, à minima en Europe. La deuxième, c'est l'impact, et donc c'est de s'assurer, en fait, notre ambition, elle passe aussi par le fait de s'assurer qu'il y ait toujours 90% ou plus des utilisateurs de Thiel qui déclarent que ça les aide réellement dans leur vie à aller mieux. Et le troisième aspect, c'est l'équipe. Et donc notre équipe, elle va être amenée à beaucoup grandir là dans les prochains mois et les prochaines années. Et il y a aussi une vraie ambition interne qui est de se dire qu'on veut être les cordonniers les mieux chaussés et réussir à prendre soin aussi de notre mission en interne et de faire en sorte qu'on fasse vivre l'ADN de Thiel chez nous avant peut-être encore de le faire vivre chez nos clients. J'ai vu que vous recherchiez à recruter 30 personnes d'ici la fin de l'année. Oui. Quels sont les types de profils que vous recherchez en priorité? Où est-ce qu'on peut trouver les offres? Alors, on peut trouver toutes les offres sur Welcome to the Jungle. On a un portail Welcome to the Jungle. On recrute effectivement une trentaine de talents là dans les prochains mois, et on recrute dans toutes les équipes, donc en particulier tech et produits, donc des développeurs, des développeuses aussi, on espère. On recrute aussi beaucoup en marketing et en sales, donc dans l'équipe revenus, et aussi dans toutes les fonctions plus transverses, donc RH, opérations, finance, et surtout, on est toujours à l'affût des super talents, super motivés, donc si jamais un candidat nous entend et ne voit pas l'offre de ses rêves, qu'il n'hésite pas à postuler en candidature spontanée. Super, ça fait toujours plaisir de voir qu'une entreprise qui a du sens est en croissance, crée de l'emploi, se développe d'autant plus, donc bravo pour ça. Et merci d'avoir répondu à mes questions, et puis surtout d'avoir pris un peu de ton temps pendant tes vacances pour réaliser cette interview. Merci à toi Malika, c'était un plaisir. J'espère que vous aurez apprécié ce moment avec Julia et moi-même. Vous êtes évidemment les bienvenus à notre prochain événement en partenariat avec Thiel sur le thème merveilleux de la santé mentale qui aura lieu à 17h le 28 septembre prochain à Lyon. Les invités de marque seront présents parmi nous. Pour vous inscrire à cet événement, nous vous invitons à suivre le lien présent dans la description. Nous vous attendons nombreux et nombreuses, mais en attendant, prenez soin de vous. On espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, partagez ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. À bientôt pour un prochain épisode.